Silo épisode 3, c'est l'intervention de réparation mécanique la plus épique que j'ai vue de ma vie, et mon monteur me souffle à l'oreille que le seul truc qui s'en rapproche, c'est Armageddon, à savoir le point culminant d'un film totalement centré sur une équipe de pros devant accomplir l'impossible. Vous le savez, cette série, Silo, est une adaptation de romans et justement, je me suis rendu compte que ces romans étaient disponibles en livre audio version française sur Nextory et la bonne nouvelle, c'est que vous aurez 45 jours pour en profiter gratuitement en passant par le lien en description et en commentaire épinglé. Pour rappel, Nextory, c'est une appli et un site qui donne accès à des tas de livres numériques, livres audio, bandes dessinées et même titres de presse. Profitez de ces 45 jours d'essai gratuit en passant par ce lien. C'est aussi soutenir la chaîne, bien évidemment, puisque c'est un lien d'affiliation. Donc merci à vous et profitez-en bien. Je sais bien qu'avec les séries à mystère, les deux grandes craintes, c'est d'une part qu'on rallonge la sauce et de l'autre qu'on ait des réponses finalement décevantes, ce qu'on pourrait qualifier de syndrome Lost, même si cette série conserve évidemment d'immenses qualités. Avec cet épisode 3 de Silo, on se retrouve face à un cas de figure plutôt édifiant, je trouve, quant à la qualité de la série. En effet, le mystère de fond n'avance pour ainsi dire pas du tout, même si on a des éléments qui viennent soutenir quelques théories sur lesquelles je reviendrai en fin de vidéo. En revanche, je peux dire que j'ai trouvé l'épisode excellent, sachant qu'il n'avait absolument pas besoin de faire avancer ce fameux mystère pour l'être. La capacité à faire monter la tension et à rendre totalement épique une opération de réparation de turbine en dit long sur les talents impliqués dans la série et sur son potentiel de façon générale. Mais j'en reviens maintenant au début de l'épisode avec cet échec de Juliette à descendre dans l'eau, un échec un peu affaibli par l'absurdité de la tentative. Bah oui, parce qu'une technicienne comme elle, avec le sens pratique, aurait forcément pensé à s'assurer pour réduire les risques de chute et se permettre des pauses si besoin pour remonter à la corde, ce qui représente un effort physique considérable à moins d'être totalement rompu à la technique de monter à la corde. L'intérêt consistait évidemment à souligner cette phobie qui reviendra plus tard dans l'épisode pour mettre en valeur le courage de Juliette. Une phobie de l'eau noyée dans l'alcool, un comble. Alors évidemment, c'est le sentiment de ne pas être capable d'honorer la mémoire de George qui va l'accabler véritablement plus que d'avoir eu peur de l'eau. L'épisode servira surtout à démontrer à Ruth, la mère, que Juliette est très exactement le genre de personne qui fait passer le bien commun avant son propre intérêt, ce qui en fait une candidate de choix au poste de shérif. Un choix qui est loin de convaincre Bernard, que nous rencontrons plus longuement. Enfin, son bureau aux teintes bleues témoigne d'une symétrie presque parfaite. Je suppose qu'on peut y voir un indice, que ce soit sur la réalité du silo ou la personnalité du responsable du service technologie de l'information. Ce qui frappe surtout, c'est qu'il ne jure que par les données statistiques et qu'il sait déjà qui est Juliette, ne lui rattachant que des informations relatives à un vol apparemment mineur du ruban adhésif adapté aux surfaces à forte chaleur. Une approche qui ne fait que souligner le fonctionnement du silo et notamment du judiciaire qui doit avoir accès à ces données pour exercer un contrôle sur les habitants. Il suffit de se souvenir qu'il avait été secrètement décidé qu'Allison ne devait pas avoir d'enfant pour comprendre le niveau de contrôle dont on parle ici. La descente de l'adjoint Marnes et de la mère permet aussi de mettre en valeur l'indépendance d'esprit et l'apparente gentillesse de cette dernière. Pas encore de certitude quant à ce qu'elle pourrait savoir des machinations du silo, mais elle apparaît comme un personnage positif à première vue. Elle se préoccupe véritablement des habitants et elle suit la recommandation du shérif malgré les tentatives de la faire renoncer. L'introduction de Pete Nichols nous vaut le plaisir de revoir Ian Glenn à l'écran. Son charisme dans le rôle de Sir Jorah Mormont avait fait l'unanimité et le retrouver en père de Juliette est une surprise agréable. Il ne fait guère de doute qu'il doit savoir des choses alors qu'il tient un rôle aussi vital pour la communauté que celui d'obstétricien. On remarque qu'Allison n'était pas passé par lui pour les questions d'implants de contraception, ce qui laisse espérer qu'il serait éventuellement moins ouvert à obéir aveuglément aux instructions des décideurs cachés du silo, mais là encore, aucune certitude pour le moment. Le passage dans les jardins vient jouer sur la métaphore de la tentation du fruit défendu par le diable, bien entendu, une métaphore d'autant plus nette que le générique de la série joue déjà sur la figure de la pomme, même si elle devient ici une fraise. La figure de style ne va pas très loin puisqu'il ne s'agit pas ici de l'envie d'accéder à un savoir, mais d'une simple tentative de mise en garde sous couvert de geste amical.
Le judiciaire exprime ainsi au travers de Sims, un prénom idéal pour les faux-semblants, que le pouvoir de décision de la mère quant au successeur du shérif ferait mieux de rester dans les limites du raisonnable et s'appliquer aux candidats prédéterminés. Entre l'action héroïque de Juliette et le témoignage de Martha qui semble lui servir de mère de substitution, on comprend aisément que le choix de Ruth se portera bel et bien sur elle. On peut imaginer que les conditions de la mort supposée de la mère de Juliette ont pu jouer sur sa phobie de l'eau, mais je pense qu'on en saura plus quand elle sera amenée à revoir son père, qui n'évoquait dans cet épisode qu'une terrible perte, sans plus de précision. Au passage, l'échange entre Ruth et Martha sur la radio interdite souligne à nouveau que la mère ne semble vraiment pas faire partie de l'aile radicale de ceux qui contrôlent le quotidien du silo. Alors que la vibration de la turbine devient de plus en plus inquiétante, je me demande si la cause récente n'est pas liée à l'accès de colère de Juliette quand on l'a vu lancer un outil contre un tuyau, ce qui avait généré une fuite. C'était, je pense, dans le 2e épisode. C'est peut-être une évidence pour certains d'entre vous. De mon côté, je m'interroge encore sur le rôle de ce jet d'outils dans un tuyau, mais en tout cas, la piste me semble être en partie confirmée par l'explication que Juliette donne à Cooper, son second, quand elle évoque un outil qui serait tombé par hasard d'une hauteur sur un tuyau ou je ne sais quoi. Ce qui est certain, c'est que toute la séquence de réparation est menée de main de maître en termes de réalisation comme d'interprétation, sans parler du plateau extrêmement convaincant et des effets pratiques et numériques associés. Alors peut-être c'est vrai qu'en termes de réalisme, l'ensemble paraîtra ridicule à des ingénieurs de formation, mais pour moi, qui ne suis pas du tout ingénieur, c'était un grand plaisir de spectateur. Alors bien sûr, comme la plupart d'entre vous, j'imagine, je me doutais que l'issue serait favorable, mais le risque de mort ou d'explosion partielle planait sans cesse, et j'étais sur le bord de mon siège. L'histoire d'amour entre Ruth et l'adjoint Marnes était assez attendue aussi, mais pas moins touchante pour autant. La concrétisation de leur attirance n'a fait que renforcer le risque d'un drame imminent, et ça n'a pas manqué. De toute évidence, dans le silo, on aime le poison. Entre les combinaisons des nettoyeurs et la mer qui s'effondre, on peut supposer qu'on a comme un mode opératoire presque commun, même si le sang à la bouche ne semblait pas présent pour les nettoyeurs, du peu qu'on a pu en voir. Concernant la compétence de Juliette avec la turbine, une compétence presque unique, personnellement ça ne me pose aucun problème de crédibilité. On peut admettre qu'elle a un talent particulier pour réparer les machines et qu'après avoir passé des années à être à l'écoute de la turbine, elle est la plus à même d'intervenir et de prendre les décisions les plus adaptées. Ce qui est un peu gros, c'est que ni Ruth ni l'adjoint Marnes n'aient remarqué le mot vérité gravé à l'arrière de l'insigne, ou s'ils l'ont vu, qu'ils n'en aient pas parlé entre eux. Concernant l'inquiétude qui gagne le silo avec l'obscurité, pas très étonnant qu'on craigne des violences. La tension dans une société aussi stricte et hiérarchisée est presque inévitable et l'image de la cocotte minute sur laquelle le silo est littéralement construit ne vient que renforcer la thématique de cette tension qui finira tôt ou tard par exploser. Et juste, la source de vapeur, il faut en parler, de même que ces glitches sur les écrans retransmettant les images de la caméra extérieure, mais cela nous emmène dans la partie théorie de la vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas que vous avez 45 jours pour tester gratuitement Nextory et retrouver par exemple les livres à l'origine de cette série. On a donc de la vapeur qui alimente la turbine essentielle à la survie du silo, une vapeur qui provient d'un endroit totalement inconnu. Il y a fort à parier que cela est en lien avec le fameux tunnel que recherchait George, tunnel qu'il aura peut-être pu filmer avec le caméscope confié à Martha par Juliette. De mon côté, cette notion d'interconnexion avec autre chose me laisse supposer, encore une fois, qu'il existe d'autres silos et ou que le silo et ses éventuels semblables servent à alimenter la vie prospère de privilégiés en surface. Néanmoins, il reste une option totalement différente, c'est que la surface est absolument invivable et que la réalité derrière toutes ces manigances, c'est que l'humanité finira par mourir dans ce silo, puisque par exemple il serait perdu sous la surface d'une planète inhospitalière comme Mars ou je ne sais quoi, et que de toute façon jamais ils ne pourront vivre autrement que dans le silo qui finira par s'effondrer du fait de la décrépitude des équipements. Le fonctionnement du silo est axé sur la peur et le contrôle individuel, mais encore une fois c'est une forme de totalitarisme qui tente de se parer de quelques faux airs de liberté et de solidarité. Qui a bien pu empoisonner Ruth ? On note le dialogue alors que l'adjoint Marnes remarque qu'il y aurait une fuite dans le sac de Ruth quand ils prennent chacun leur gourde dans le sac de l'autre.
De ce fait, on peut se demander si la tentative d'empoisonnement visait l'adjoint Marnes plutôt que la mère, mais l'essentiel c'est que si quelqu'un a touché les bouteilles, c'était avant même le passage chez Bernard. Alors oui, je sais bien, un coup je vais dire Bernard, l'autre coup Bernard, ça c'est l'impact de Westworld sur mon cerveau et j'y peux rien. J'en viens maintenant au fameux effet sur l'écran supposé montrer l'extérieur. Pendant un bref moment, on pouvait voir une nature verdoyante comme celle aperçue au travers des visières des nettoyeurs dans leur combinaison. Comme vous le savez, on pouvait remarquer dans les 2 premiers épisodes que cette fameuse vue de l'extérieur, cette vue luxuriante, était une projection virtuelle, celle qu'Allison avait trouvée sur le disque dur 18 en compagnie de George. En résumé, on peut supposer qu'aucune de ces 2 vues de l'extérieur ne correspondent à la réalité, et s'il fallait choisir entre les deux, celle de l'extérieur dévastée aurait encore plus de chances d'être réelle que celle de la nature luxuriante. Ce qui est étonnant, c'est qu'aucune réaction massive n'a suivi parmi tous les gens réunis pour passer la coupure de courant ensemble. J'espère qu'on en verra d'éventuelles répercussions dans des questions à venir dans les prochains épisodes. Ah oui, puisqu'on parle de faux-semblants et de réalité inventée, j'imagine que le petit clin d'œil à la toupie de Inception était volontaire lors de l'explication par Juliette du souci rencontré par la turbine. Et encore une fois, je me répète par rapport à la précédente vidéo, pour le moment je ne pense pas qu'on soit dans une pure réalité virtuelle ou autre explication qui irait chercher du côté de l'ésotérisme, même si les références visuelles et thématiques à l'enfer ou au purgatoire sont bel et bien présentes. Il ne fait guère de doute que le personnage de Sims prendra un peu d'épaisseur et deviendra plus intéressant à mesure qu'on comprendra un peu mieux les motivations du judiciaire et de Bernard qui reste pour le moment le meilleur candidat au poste de grand manipulateur caché à la vue de tous. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous espérez pour les suivants, toujours en évitant les spoilers bien sûr si vous faites partie de celles et de ceux qui ont lu les livres, et si vous ne faites pas tout ça, eh bien je devrais sévir et avec mes pouvoirs vous envoyer en compagnie de Juliette pour un bain de vapeur à 400 degrés, puisque bon c'est vrai qu'elle aurait dû finir cuite, mais ainsi va la vie des héros et des héroïnes de séries et de films. A très vite pour de nouvelles aventures. Salut.